Bienvenue à tous sur le Café de l'Ambition, le podcast sur lequel nous discutons avec les leaders français d'aujourd'hui pour les leaders de demain. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode du Café de l'Ambition. Pour ce second épisode, je serai accompagné d'Émilie Paris. Émilie, c'est une ancienne présidente du mouvement national des juniors entreprises. Les juniors entreprises, c'est un mouvement dans lequel je me suis moi-même impliqué et que je vous recommande tout particulièrement. Très rapidement, c'est des associations que vous pouvez retrouver dans les écoles d'ingénieurs, de commerce et certaines universités. Et ces associations, elles vont servir d'intermédiaire entre les entreprises et les étudiants pour que les étudiants puissent réaliser des missions à plus-value pédagogique. Émilie, c'est une jeune femme engagée et au travers de cet épisode, elle va pouvoir nous partager sa vision des choses qui sera très différente du premier épisode, mais tout aussi intéressante. C'est un peu le but du podcast, partager des expériences que je considère incroyables, inspirer les gens et surtout pouvoir comprendre des visions très différentes. Sur ce, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une personne qui a été impliquée dans un mouvement où je me suis moi-même impliqué pendant pas mal de temps. On est avec Émilie Paris. Bonjour à toi. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour que les gens puissent un peu situer qui tu es, quelle est ton expérience, etc. Bien sûr. Déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravie d'être avec toi. Donc, Émilie Paris, je me définirais comme une femme engagée qui est passée par plein d'expériences. J'ai débuté mes études supérieures en prépa et ensuite je suis arrivée en école de commerce et c'est là où j'ai eu une expérience qui a été assez bouleversante pour moi puisque j'ai pris part, donc je me suis engagée dans ma junior entreprise et j'ai vécu l'expérience à 300%, si bien qu'à la fin je me suis engagée en tant que présidente de la Confédération nationale des juniors entreprises. C'est assez long quand on le dit. Et en fait, cette expérience, elle a été assez constitutrice de qui je suis maintenant, puisqu'à présent, je travaille dans la RSE, mais je suis également engagée au sein du Women 20 avec l'association Jamais sans elle. Ok. Alors, il y a un point sur lequel il faudra qu'on fasse attention, c'est les acronymes, parce que moi aussi, j'étais engagée dans ma junior entreprise et il y en a plein. Donc, si jamais tu y penses, c'est un vrai jargon, ouais, c'est clair. N'hésite pas à définir les termes typiquement CNE, congrès, etc. Exact. La deuxième question que j'aime bien te poser une fois qu'on s'est présenté de manière formelle, ça serait si tu devais présenter un enfant en bas âge, environ 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? T'es pas obligé d'axer ton discours autour de tes expériences professionnelles, mais juste comment tu te présenterais à un enfant plus jeune, du coup, qui a moins de compréhension du monde du travail? C'est assez drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants de 3 à 15 ans. Et en fait, ce qui marche énormément avec les enfants, c'est de revenir à la base. Moi, je me définirais comme une personne qui travaille au service des autres pour qu'ils puissent se sentir bien dans ce qu'ils font, que ce soit dans mon travail, mais aussi dans mes engagements. Et là, je dirais pas extra-professionnels, mais je dirais plutôt dans ma vie de tous les jours. Donc c'est un peu ce qui rythme mon quotidien, c'est de s'intéresser aux autres et de faire en sorte qu'ils soient contents et qu'ils vivent une bonne expérience. Ok, c'est plutôt très bien synthétisé. Ouais, un enfant. Donc maintenant, on va passer un peu plus autour des main topics, si je puis dire, du podcast. Donc autour du leadership, de la stratégie et des valeurs des structures, donc pas forcément d'une entreprise, puisqu'ici on est dans le cadre plus d'association. Si tu devais définir le leadership, comment tu définirais ça? Pour moi, le leadership, il y a plusieurs visions qui s'affrontent. Moi, je vais en choisir une qui, pour moi, a rythmé mon engagement ces dernières années. Pour moi, le leadership, c'est avant tout l'incarnation. L'incarnation d'une idée, l'incarnation de valeurs et qui vont en fait construire toute l'expérience que tu vas avoir en interaction avec tes parties prenantes, que ce soit ton équipe, que ce soit aussi, ça peut être tes clients, ça peut être tes prestataires, etc. Ou même tes adhérents. Pour moi, cette incarnation, il a aussi c'est extrêmement lié à l'exemplarité. Pour moi, quand tu te places en situation de leader, en fait, tu dois véhiculer l'image que tu souhaites en fait
être et ce que tu voudrais que les autres, en fait, ce qui reflète, ce que tu voudrais qu'ils... Ce qu'ils pensent. Ouais, ce qu'ils pensent exactement. Ouais. Mais pas ce qu'ils pensent, en fait, c'est pas tellement de les forcer à penser, parce que là, je trouve que c'est vraiment une vision c'est pas coercitif, en fait, le leadership. Ouais, en fait, c'est plus les inspirer et en fait leur montrer peut-être quelque chose qui n'auraient pas forcément pensé, mais plus de les amener là où toi tu es, en fait. Pour moi, le leadership, c'est ça, c'est d'incarner, d'être exemplaire et d'amener les autres à un point où ils ne sont pas encore. C'est très bien formulé. Ouais. C'est même pas préparé en plus. Du coup, pour revenir aussi sur le fait pourquoi je voulais absolument t'inviter, c'est donc les juniors entreprises, pour refaire un résumé très rapide, tu me diras si je me trompe, c'est l'épreuve ultime là. Ouais, c'est des associations de loi 1901, mais bon, ça c'est du... c'est du légal, ouais. De loi 1901. Et donc l'optique, ça va vraiment te servir d'intermédiaire entre les étudiants de votre école, puisque ça va être une association au sein de votre école. On en trouve aussi dans des universités. Et ces associations, ils vont trouver une mission, des missions via des entreprises et les proposer à des étudiants pour qu'il y ait une plus-value pédagogique. C'est ça. Et du coup, au sein de cette association, je vais me permettre une amalgame, mais je suis pas sûr que Émilie va apprécier. Ça ressemble un peu à une boîte de conseil. Et du coup, les personnes travaillant au sein de l'association, vous allez retrouver vraiment des personnes qui vont être responsables du marketing, de l'informatique, etc. Et donc, ce qui fait que vous pouvez avoir une expérience professionnalisante. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans ton cas, c'est que tu avais pu être une leaduse, je sais pas si ça se dit. Tu peux dire leader en anglais, c'est pour les leader. Deux. Ouais. Assez tôt. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton parcours. Et tu étais aussi présidente au moment où moi j'étais en mandat. Ouais. Donc du mouvement national. Et moi j'étais dans la junior, dans l'association dans ton de mon école, école. En fait. Ouais. Vis-à-vis de ce que tu as dit, le leadership, tu as dit que l'expérience junior entreprise avait vraiment façonné la personne que tu étais devenue. Ouais, clairement. Donc j'imagine que la définition de leadership a aussi pas mal changé entre le lycée et après. Clairement. Et si tu devais retenir un peu des événements qui ont changé cette définition, qu'est-ce que tu dirais ? Il y a plusieurs événements et plusieurs rencontres qui ont un peu forgé ma définition du leadership. Déjà, il y a cette urgence, je pense, que j'avais en moi de me dépasser. De me prouver déjà à moi et de prouver aussi, notamment, ça peut être mes parents, aussi mes amis, que j'avais cette ambition en moi, mais il fallait cette application en fait de cette ambition-là. Et l'expérience que j'ai trouvée pour vraiment me mettre à fond dedans et vraiment tout donner, c'était les juniors entreprises. Ça aurait peut-être pu être autre chose, mais j'ai trouvé dans la junior entreprise ce pont, comme tu l'as dit, entre les entreprises et les étudiants. Et j'avais aussi, le fait que ce soit un mouvement national, j'avais l'impression de contribuer à quelque chose qui me dépassait, qui dépassait en fait mon école de commerce. Parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des universitaires, comme tu l'as dit. Donc ça déjà, ça vient d'un sentiment personnel. Ensuite, c'est des rencontres que moi j'ai fait. Par exemple, il y a un ancien de ma junior qui est lui-même aussi passé par la CNJE, Confédération nationale des juniors entreprises. On commence avec les acronymes, on n'a pas fini. Il y a lui-même cet ancien qui au détour d'une soirée, m'a dit Émilie, c'est bien, t'es responsable développement commercial. Bon, c'est cool, mais est-ce que tu veux pas aller plus loin ? Et en fait, sans cette personne-là qui m'a dit Émilie, tu vas devenir présidente de la JE, du Junior Entreprise, mais également, moi je suis sûre que dans 1 an et demi, tu vas devenir présidente de la CNJE. Sans lui, ça ne serait jamais arrivé. Ok, et donc cette définition, c'est vraiment tes expériences qu'elle a évolué. Exactement. En fait, c'est comme... donc déjà, il y a la rencontre, mais il y a aussi ensuite l'expérience. C'est par exemple d'oser, de franchir le cap, de se dire je rentre dans le recrutement pour devenir présidente, parce que j'ai d'abord été au développement commercial puis présidente. Et à la fin de l'expérience junior entreprise, en plus c'était pendant le Covid, donc c'était vraiment un moment particulier, tu te dis je vais aller plus loin, je vais aller sur la scène nationale et je vais oser porter haut des valeurs qui me sont chères dans la continuité de ce qui se faisait, parce qu'évidemment je portais déjà les valeurs CNJE. Et en fait, c'est vraiment d'oser d'aller en recrutement, de se challenger, d'être tout le temps dans la remise en question qui m'a permis d'incarner
les valeurs que porte la CNJE. Parce que sans ces épreuves-là, sans ces discussions, sans ces rencontres, je pense qu'on peut pas... Enfin, moi, en tout cas, je n'aurais pas pu faire évoluer qui j'étais en tant que leader. Mais je pense que cette définition, elle évoluera tout au long de ta vie et ce sera jamais exactement la même. Et ça a évolué depuis la CNJE avec mes expériences professionnelles et associatives autres. Ok. Enfin, là, elle a changé un peu entre... Je dirais pas qu'elle a changé, je dirais qu'elle s'est verrouillée. Dans le sens où la CNJE, donc j'avais plein de problématiques à gérer. Et ce qui a verrouillé vraiment cette notion d'exemplarité, d'engagement, c'est notamment tout ce qui est question de parité, de mixité. Où pendant la CNJE, j'avais pu co-créer une charte sur la mixité pour les juniors entreprises. Et à la suite de ça, je me suis dit, en fait, je vais aller plus loin. Donc je suis allée plus loin, j'ai rencontré encore une fois les bonnes personnes, parce que j'ai provoqué cette rencontre, faut pas croire que ça me tombe dessus. Il faut surtout pas être dans cette optique de ça va me tomber tout cru du ciel. Faut provoquer la rencontre. C'est de la chance, mais tu as fait en sorte d'avoir plus de chance pour que ça t'arrive. Il faut se créer, il faut bosser pour avoir ce degré de chance. Ça vient pas tout seul. Mais ces rencontres-là, c'est aller plus loin sur l'engagement, sur la parité. Et le fait de prendre part, par exemple, à Women 20, qui est un groupe de pensée pour le G20. Donc là, cette année, c'est au Brésil. En fait, le fait de travailler sur ça, ça fait évoluer ta notion. Tu te rends compte que ton exemplarité, ce que je disais au début, l'exemplarité, l'incarnation, en fait, tu dois vraiment te nourrir au quotidien. Donc ça m'amène à une autre notion de leadership, c'est en fait d'être curieux. Un leader, pour moi, il est curieux, il s'alimente tout le temps. Il ne peut pas rester sur ses acquis. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un point, du coup, sur ton parcours, c'est que tu es arrivé avec beaucoup de responsabilités assez jeunes. Tu avais 22 ans. J'ai commencé le recrutement à 21 ans et élue à 22. Et donc, finalement, je me demande vraiment comment ça s'est passé, de passer d'une junior entreprise où tu as 10, 15 personnes en général. Non, j'exagère un peu. Ça dépend des juniors entreprises. Mais on va dire 30 grand maximum. À un mouvement qui est national, où il y a plus de 200 structures. Comment tu as évolué? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Quelles ont été les potentielles difficultés que tu as rencontrées? Comment ça s'est passé? Donc pour resituer un peu, la CNJE, c'est 20-25 bénévoles, ça dépend des années. Et il y a aussi une équipe salariée. Moi, j'ai notamment pu recruter le délégué général qui est actuellement en poste. Donc déjà, il y a cette notion, comme je disais, d'incarnation, d'exemplarité. Ça change d'échelle. Et donc, ça fait peur. Et honnêtement, moi, j'ai eu vraiment peur au départ. Et la première chose que je me suis dit, c'est déjà, avant de dire quoi que ce soit, réfléchis 3 fois avant de dire ce que tu veux dire. Et avant, j'étais très nature, très... je disais ce que je pensais. Et parfois, c'était pas bon. Et donc, le fait de prendre plus de responsabilités, ça m'a fait monter en maturité sur ce point-là. Et tu t'as parlé d'accompagnement. Et il y a quelque chose qui est assez fort au sein de la CNJE, c'est le comité d'orientation stratégique. Et en fait, c'est des anciens qui sont là pour toi, notamment d'un point de vue technique, évidemment, parce que tu as plein de questions auxquelles tu n'es pas préparé. Je veux dire, à 21 ans, tout ce qui est le cadre légal, tout ce qui est hyper pointu, tu connais pas. Et c'est normal. Et donc, tu as ces anciens qui sont vraiment là pour t'aider. Et moi, j'ai notamment noué une très belle amitié avec l'ancien président, Alexandre Lang, qui m'a vraiment accompagnée toute l'année, qui était là à la moindre question. Et mine de rien, un leader, c'est quelqu'un qui sait aussi s'entourer et qui n'a pas... moi, je sais... c'est facile de se construire en opposition, mais c'est beaucoup plus bénéfique de se construire avec les autres. Et honnêtement, le fait de s'être entouré de personnes qui pouvaient t'apporter du challenge ou alors qui pouvaient te réconforter, par exemple quand tu connais des échecs, avoir quelqu'un qui te dit ok, t'as ça qui va pas, tu peux t'améliorer sur tel point, mais par contre t'inquiète pas, relativiser avec toi, c'est hyper important. Est-ce que tu as un exemple pour illustrer? D'échecs, je pense... forcément d'échecs, mais échec ça peut marcher, mais si c'est un point où tu étais content d'avoir l'accompagnement, que ce soit juste sur une difficulté pendant ton mandat, je sais pas, peut-être un truc tout bête, mais le syndrome de l'imposteur, comme tu as dit que d'un seul coup, tu t'étais mis à penser beaucoup plus. Moi, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu as un exemple juste pour illustrer le fait que tu étais bien content d'avoir un accompagnement et en fait, comment ça s'est passé?
Je pense sur le syndrome de l'imposteur, enfin moi j'ai été beaucoup victime de ce syndrome-là, étant donné qu'on était peu nombreux aussi à notre recrutement. Je me suis dit, il n'y a pas assez de compétition, parce que moi je suis très compétitrice de base. J'ai fait beaucoup de sport, enfin j'en fais encore d'ailleurs. Et je me dis, voilà, je me construis dans l'adversité. Et là, en fait, le fait de se retrouver en fait, en compétition avec toi-même, tu te dis, mais en fait, est-ce que je le méritais vraiment? Et le fait, notamment Alexandre, dès le départ, je me souviens, on était au résultat, il est venu me voir, moi je stressais, j'étais en panique, je me disais, mais j'ai loupé mon truc. Et il me disait, félicitations Madame la Présidente, vous avez fait un travail extraordinaire. Et tu te dis, waouh. En fait, ça t'aide à te prendre confiance et après, plus tu vas travailler, tu vas avoir des feedbacks, tu as quand même une forte période de passation et de formation. En fait, la confiance, elle vient aussi en travaillant. Et tu as cette partie, entre guillemets, c'est pas hiérarchique, mais quelqu'un qui était là avant toi qui te dit ça, donc ça te rassure. Mais il y a aussi les membres de ton équipe qui vont te faire des feedbacks. Et ça, c'est un autre aspect qui construit ta confiance en tant que leader. C'est quand ton équipe vient te voir et te dit tiens, moi, là, j'ai bien aimé. Là, ce que tu as fait, c'était vraiment top. Ton discours, il était vraiment top parce que quand tu es président à la CNGE, ou présidente dans mon cas, tu prends beaucoup la parole et c'est des choses, tu t'es pas préparé à faire ça. Tu vois, donc tu fais un peu à l'arrache, tu apprends tes notes 10 minutes avant et tu montes sur scène et tu te dis est-ce que j'avais la voix qui tremblait ou pas? Et quand ton équipe, tu descends de scène et moi, je me souviens d'un discours au Congrès national d'été qui rassemblait 1300 étudiants. J'avais pris la parole et c'était une période de fort stress parce que y avait tout à gérer, etc. Et j'avais fait le show sur scène et je suis descendue de scène et mon bureau notamment et mon équipe m'a dit c'était bien. J'ai pas mal de points à dire. Enfin, déjà, le Congrès national d'été, c'est un congrès qui a lieu une fois par an où ça essaye de rassembler le maximum de juniors entrepreneurs venant de toute la France. Donc c'est un événement plutôt cool. Et l'aspect oratoire, je voulais venir dessus après, mais vu que tu as parlé du CNE, donc Congrès national d'été, ça me fait rire parce que moi, je pense que c'est la première fois que je t'ai vu. Ouais. Et justement, l'aspect oratoire, c'est une question qui m'est venue pour le podcast parce que je trouvais que tu t'exprimais super bien. Je me disais que tu avais à peu près mon âge et tu étais sur une scène devant plus de 1000 personnes. Ouais, plus de 1000 personnes, ouais. Moi qui étais très timide à l'époque, ça va un peu mieux aujourd'hui. Je me suis dit vraiment, mais elle s'est entraînée, elle a un coach, comment ça se passe? Il n'y a même pas de coach, j'avais cru entendre que tu avais quelqu'un qui t'aidait pour les... En fait, moi, sous mon année, j'ai eu la chance d'avoir à mes 2 congrès, donc national d'hiver et d'été, Nicolas Rossignol qui était présent. Et donc, vraiment, c'est un mentor, Nicolas, il est incroyable. Et moi, je lui avais préparé ses notes à l'avance, parce que tu prépares les notes de Nicolas. Donc déjà, c'est un exercice assez compliqué, où tu te dis... T'as préparé les... En fait, Nicolas, il vient sur scène, mais tu sais, il connaît pas, par exemple, les vainqueurs de prix. Donc toi, tu lui prépares ses notes. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Et donc, ça te force à te projeter. Et donc, avant de monter sur scène, ça, c'était notamment au congrès d'hiver, parce que j'avais jamais pris la parole en congrès, il te dit, bon alors, tranquille, sur scène, si jamais tu sens que tu sais pas comment réagir, comment la foule se comporte, tu me laisses gérer, t'inquiète pas. Enfin, il est très rassurant, très... petite routine, moi ça fait 10 ans que je fais les juniors entreprises, c'est hyper rassurant, donc tu sais que tu as quelqu'un sur qui compter. Et en même temps, il te fait prendre suffisamment de confiance pour que en fait, tu te détaches de lui sur scène et tu fais ce que tu as envie de faire. Lui, pour le coup, il est vraiment très très à l'aise. C'est son métier, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué et extrêmement inspirant, vraiment. Ok. Et du coup, tu n'avais pas du tout eu de cours ou de répétition à l'avance avec lui, par exemple? Pas du tout. Ok, donc pas du tout ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était vraiment travaillé en amont. Total. Ok. Tu t'es très bien débrouillé. Je te dis ça 2 ans après. Merci. D'un point de vue de vision, même chose. Tu passes d'une junior entreprise d'environ 30 personnes, on va dire, à un mouvement où tu as plus de 200 structures, où c'est présent partout dans le monde. Il faut savoir que ces structures, elles ne sont pas du tout développées de la même manière. Et c'est le même objet, c'est le même objet social dans le sens où tout le monde porte la marque junior entreprise, mais c'est vrai que tu as des niveaux de développement qui sont extrêmement différents. Ouais. Et on viendra aussi avec les autres parties prenantes avec qui tu as dû travailler. Mais déjà, sur ce point de vue structure, comment tu faisais, comment ça se passait, et puis même ton opinion, avec un peu plus de recul aujourd'hui, pour avoir une vision sur l'ensemble du territoire et pouvoir accompagner ces structures?
Déjà, je pense qu'il y a motivé, et c'est une question, tu peux poser ça au président, mais tu peux poser ça à toute l'équipe CNJE. Nous, on avait un mot d'ordre, c'était d'être là, et là physiquement, parce qu'on était en reprise en présentiel, donc c'était un contexte complètement... quand on y repense, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, on s'était pas vu pendant 2 ans. Il y avait des juniors entre-temps qui avaient fermé, d'autres qui avaient explosé. Enfin, vraiment, c'était un contexte qui était... Attends, je te coupe 30 secondes. En fait, dans l'écosystème junior entreprise, il y a souvent des congrès qui motivent réellement les juniors entreprises. Moi, c'est à partir du moment où les congrès ont repris que ça m'a vraiment motivé pour m'impliquer davantage. C'est clair, c'est la récompense ultime. Et donc, Émilie, quand elle est arrivée, c'était le Covid, donc plus aucun rassemblement. Pas possible. Et donc voilà, je te laisse reprendre sur l'équipe. En fait, pendant le Covid, il y a eu des congrès, mais à distance. Donc, c'est totalement différent. Enfin, quand tu fais une visio, bon, tu t'attends plus, tu es là pour la qualité du speaker, de la plus-value que tu vas avoir. Mais les congrès, l'ADN, c'est aussi de se retrouver, de constituer le mouvement avec un grand M. En fait, c'est là pour rencontrer aussi les écoles, des écoles que tu n'aurais jamais rencontrées. Tu viens de Dijon, tu rencontres des personnes qui viennent de Toulouse, qui viennent de Lyon, qui viennent de Paris, qui viennent de Lille. C'est vraiment c'est vraiment des événements à part. Et je sais plus, je sais plus la question. C'était d'avoir une vision globale sur ces structures. Oui, c'est vrai. Et justement, je rebondis sur le fait que vous avez vraiment on a des écoles qui sont totalement différentes, donc c'est d'autant plus dur d'avoir une vision efficace vu qu'on a des personnes qui ont des backgrounds totalement différents, qui étudient dans des domaines différents. Et donc le mot d'ordre, en fait, ce que je disais, c'était vraiment d'être au plus proche des juniors entrepreneurs. Donc ça va être d'aller dans chaque événement, ça va être de se déplacer dès que l'on peut dans les régions, ça va être de suivre personnellement. En fait, on avait une liste de juniors, 5-6 juniors que l'on appelait personnellement en tant que CNJE. Et en fait, ça, c'était vraiment important. Et ensuite, quand on allait, par exemple, quand on se réunissait pour designer les futurs événements, quand on voulait faire des actions spécifiques pour certaines juniors, certains types de juniors ou pas. Par exemple, tu avais les juniors en pharma, les juniors qui venaient des IAE. En fait, tu devais vraiment connaître les juniors pour faire des actions qui soient pertinentes. Donc finalement, c'est passé aussi par un travail en amont pour comprendre. Ouais. Tu as vraiment essayé de typiquement pour les pharma, ou j'ai oublié le deuxième que tu as cité. L'IAE, ouais. Tu as essayé de comprendre ce qu'ils étudiaient, etc. C'est ça, en fait, il y avait des membres de mon équipe, dans leur fiche de poste, leur mission, c'était justement d'accompagner ces juniors-là. Et donc, quand tu es présidente, forcément, ce que ton équipe sait, tu dois le savoir également. Tu peux pas avoir de zone d'ombre, parce que sinon, en fait, tu deviens pas pertinent et tu peux pas les aider à aller plus loin. Je pense que le rôle également d'un leader, c'est de pousser son équipe pour aller plus loin. Donc évidemment, un leader pour moi n'a pas la science infuse, il n'est pas expert sur tous les sujets. Par contre, il a un vrai rôle de facilitateur. Et pour être facilitateur, pour moi, il faut être polyvalent, et ça rejoint la curiosité. Pour moi, il faut s'intéresser à tout. Ok, par facilitateur, t'entends quoi exactement ? En fait, pour moi, ton équipe, elle peut rencontrer des difficultés. C'est normal, que ce soit des difficultés en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de ressources de temps. Et donc, c'est à toi, si tu veux être un leader complet, de les aider, en fait. Si tu as un problème, par exemple, de ressources financières, ok, comment je peux aller chercher de la ressource ? Tu as un problème de temps, ok, comment on peut réagencer ta fiche de poste ? Est-ce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça ne peut pas passer sur le salariat également ? Enfin, tu as vraiment, quand tu es présidente, tu as une vision 360, et ton rôle, ça va être vraiment de faciliter la vie de ton équipe. Ok, donc avoir un minimum de connaissances pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est ça. Finalement. Et les aider, parce que finalement, et c'est ça, je pense que c'est important, tu viens de soulever un bon point, il faut écouter. Parce que c'est pas toi l'expert. Ça, c'est beaucoup revenu avec, normalement, vous avez pu l'écouter si vous êtes fidèle. Mais donc avec Alain Papias, l'écoute, il en parlait beaucoup en termes de mon manager. Ouais. Sur l'aspect du coup des acteurs, parce qu'en tant que dans les juniors entreprises, dans le mouvement national, on est amené à parler avec autant des ministères que des étudiants. Ouais. Est-ce que
comment aussi s'adapter à la personne à qui tu t'adresses. Parce que j'imagine que tu prends pas la même intonation, les mêmes propos quand tu t'adresses au ministre, je sais pas à quel ministre tu as pu parler, Enseignement supérieur. enseignement supérieur, ou à un étudiant qui vient de rentrer dans le mouvement, qui a encore du mal à juste comprendre tout l'écosystème. Finalement, comment tu vas t'adapter à ça? Je pense qu'il faut revenir à la base, non pas comme un enfant de 10 ans comme au début du podcast, parce que là c'est un peu compliqué d'aller voir un ministre et de lui parler comme si tu parlais à un enfant. Non, je pense qu'il faut être préparé, il faut travailler en amont, ça c'est clair. Mais surtout, encore une fois, quand tu connais ton sujet, tu arrives à t'adapter. Et en fait, plus tu prépares, plus tu seras à l'aise le jour J, et moins ce sera, entre guillemets, préparé. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller voir quelqu'un et de rester comme un robot ton pitch en disant les juniors entreprises sont des associations pédagogiques de conseil. Bon, oui, c'est ça. Mais les juniors entreprises, c'est également tel profil. Parce que tu connais tel junior. Si tu rencontres aussi une entreprise, tu vas pouvoir lui conseiller telle structure qui est spécialisée dans ça. Et puis, tu pourras faire un lien avec une autre structure. Pareil, si par exemple, tu veux développer, imaginons, les structures dans un autre type d'école. Ah mais oui, mais là, je connais, par exemple, quelqu'un qui pourra vous aider. En fait, c'est vraiment s'adapter. Et pour être, je pense, le plus pertinent, il faut avoir cette maîtrise du fond, tout en restant ouvert, en fait, aux opportunités qui se présentent. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, je suis d'accord. Enfin, finalement, avoir le socle de base C'est pour ça. pouvoir être Ouais. à l'aise et d'en discuter comme tu discuterais avec n'importe qui. Et bien évidemment, tu adaptes le ton en fonction de la personne. Mais au final, les connaissances restent les mêmes. C'est ça. Et puis, il ne faut pas non plus changer du tout au tout, parce que si tu présentes quelque chose, par exemple, à ta partie prenante A et que tu dis l'inverse à ta partie prenante B, il y a quand même de fortes chances que les deux se rencontrent à un moment. En fait, ça te décrédibilise totalement. Donc, avoir cette ligne directrice en s'adaptant, parce que tu connais ton sujet, donc tu sais quel exemple va être plus pertinent. En fait, ton squelette reste le même. Et c'est plus les exemples qui viennent étayer ton propos qui vont rendre ton discours d'autant plus impactant. C'est très bien formulé. Ouais, ça c'est la littéraire qui parle. Ouais, parce que tu as fait prépa BL, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, littéraire. D'un point de vue résilience, parce que si je dis pas de bêtises, ça a commencé pendant ton mandat, il y a eu des soucis juridiques. Ça a avec commencé les bien juniors. avant même. Ça a commencé Mais avant. ça s'est accéléré, c'est vrai. Donc tu vas sûrement illustrer via ton mandat, mais de manière plus générale, quelle est ta vision vis-à-vis de la résilience? Comment tu vas surmonter un souci sans pour autant que ça devienne un échec, juste une difficulté? Bah, déjà, il faut se dire, et c'est ce que je me disais finalement assez souvent, c'est que dans la journée, il y a 24 heures, peu importe ce qui se passe, les heures vont s'écouler et donc on va avancer dans le temps. Donc ça sert à rien de stresser pour quelque chose qui va arriver demain, parce que de toute manière, demain va arriver. Et pareil, si quelque chose paraît qu'on ne peut pas le résoudre aujourd'hui, et bien peut-être que demain on a la solution et le temps va passer. Et souvent, il faut prendre quand même prendre du recul et se dire, bon, qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce qu'on parle de sauver des vies? Bon, peut-être pas. Bon, on parle quand même, c'était quand même des problèmes qui étaient assez importants, mais il faut quand même avoir cette prise de recul. Et encore une fois, je parlais d'incarnation, c'est d'incarner cette sérénité face au chaos et de garder le cap. C'est normal de céder à la panique, parfois. C'est normal de ressentir une montée, un pic de stress. Mais c'est important aux yeux de ton équipe, par exemple, de se dire ok, on va prendre 10 minutes, on sort dehors, on va s'aérer les ménages et ça ira après, ça ira mieux. En fait, il faut toujours garder ce calme. Et je trouve que quand on est leader, c'est important de rappeler aux autres que le temps va défiler, qu'on va trouver une solution. Peut-être même si on l'a pas maintenant, on l'aura sûrement plus tard. Et si on l'a pas, on va devoir quand même la trouver. Vis-à-vis de ce que tu dis, moi est-ce que tu dirais qu'il faut être optimiste ou il ne faut pas céder à la panique? Parce que vis-à-vis de ton discours, alors le pas céder à la panique, bien sûr, tu l'as décrit, mais est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il faut être optimiste ou juste être rationnel et essayer d'avancer? Pour moi, les deux sont pas incompatibles. Moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement optimiste, qui a toujours... moi, je vois le verre toujours à moitié plein. Et je pense que c'est ce qui me motive aussi au quotidien, parce que si on est...
Et je pense que tu peux être optimiste et rationnel. Hein. Pour moi, c'est pas du tout Non, incompatible. j'ai pas mis ça en contraste. Et pour moi, en fait, si tout le temps tu regardes, t'as le verre à moitié vide, en fait, à un moment donné, tu t'épuises. Et t'arriveras pas à entraîner ton équipe plus loin parce que, imagine si ton équipe voit le verre à moitié vide parce que vraiment t'es dans une mauvaise situation, mais que toi tu fais pas l'effort de leur dire non mais regardez, il y a le verre à moitié plein, t'arriveras pas tellement ou pas, peut-être pas aussi vite à résoudre ton problème. Et pour moi, il y a vraiment cet impératif de, toujours en restant rationnel évidemment, d'entraîner ton équipe plus loin. Ok. Et est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer tous ces propos? Ouais, je vais prendre l'exemple de la charte sur la parité qu'on a signée en juin 2022. C'était super compliqué d'élaborer la charte parce que déjà, ça a soulevé plein de questions. Puis il y avait des lois qui étaient passées sur les quotas. Est-ce qu'on instaurait des quotas? Est-ce qu'on n'en instaurait pas? Oui, mais si on instaure des quotas, mais c'est pas réalisable parce que le recrutement en école n'est pas mixte. Quand tu regardes le pourcentage de femmes en école d'ingénieurs, c'est pas 50%, hein, clairement pas. Donc, est-ce que nous, on va plus loin? Mais en même temps, ça a vraiment créé pas mal de nœuds. Et en fait, il fallait aller plus loin. Il fallait se dire, on va créer cette charte. Et à la base, c'est pour mettre en mouvement. Et donc, quand tu regardes le verre à moitié plein, tu te dis, non, mais rien que le fait que cette charte existe, ça va mettre en mouvement tout un nombre incalculable d'étudiants, parce que ça a été fait en 2022, mais ça a des répercussions en 2023, en 2024, et même, je l'espère, encore davantage. Donc en fait, quand on a plein de nœuds et qu'on pense que non mais en fait le projet il n'est pas réalisable, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Jamais. En fait, si on y arrivera. Mais ça demande des concessions, ça demande parfois de calmer le jeu, de recentrer le débat. Et ça demande quand même des certaines qualités de prise de recul, d'écoute, encore une fois, et d'aller chercher le compromis. Ce qui est parfois compliqué parce que quand t'es convaincu, quand tu sais là où tu veux aller, parfois il faut prendre des détours pour aller là où tu veux aller. T'arrives à te remettre en question assez facilement quand t'es dans ce genre de situation? Se remettre en question, je pense que le point où je vais arriver, lui, il bouge pas. Je suis convaincue. Je sais où je veux aller. Par exemple, je voulais être présidente de la CNJE. Ça change pas. Par contre, comment j'y vais? Est-ce que je vais devoir plus bosser que les autres? Est-ce que je vais devoir contacter plus de personnes pour apprendre plus, mettre vraiment plus d'efforts? Ça, oui. Et en fait, c'est plus se remettre en question sur comment je vais atteindre mon point d'arrivée. Après, encore une fois, en fait, ça dépend, je pense, de quel sujet. Parce qu'en même temps, je me remets en question de ce que tu me dis. La question, c'était plus vis-à-vis d'une décision en équipe. Ouais. D'une décision en équipe, oui, il m'est arrivé de changer de position. Si on arrive à me convaincre, je suis pas bornée. Hein. Honnêtement, encore une fois, t'es pas expert sur tout. Il faut savoir écouter les autres. Si tu te rends compte que ton argument, il est caduque par rapport à un autre, il faut se rendre compte que c'est peut-être pas le plus pertinent à l'instant T dessus. Et c'est justement, je trouve, une belle qualité de savoir se remettre en question. Mais il faut pas oublier son cap. Si tu pensais ça un moment, il faut aussi écouter son instinct. Si tu pensais ça un moment, t'écoutes les autres et t'essayes de chercher un compromis. Parce que je trouve que la remise en question... Enfin, là, on déborde un peu, mais vu que je trouve ça très intéressant, on continue comme ça. La remise en question en tant que leader, je trouve qu'il faut quand même faire un minimum attention. Parce que, au final, c'est toi qui vas prendre la décision. Donc, je suis d'accord, il faut être à l'écoute, etc. Mais ne pas non plus se laisser influencer et... Après, t'es pas dans un régime autocratique. Hein. Tu prends jamais une décision seule. Hein. Et justement, quand tu prends une décision seule, il faut peut-être se poser la question de il y a peut-être un problème si je suis vraiment toute seule dans la barque. Ou alors, évidemment, quand tu as un vote, par exemple, en conseil d'administration, il y a 50-50, c'est la voix du président c'est que dans certains cas, tu dois trancher. Qui tranche. Mais honnêtement, c'est un vrai travail auparavant d'être curieux, d'aller chercher tous les arguments de tes parties prenantes. Et si tu es fermé à un type d'argument, c'est peut-être que ta réflexion, elle n'est pas aboutie encore. Et que tu dois plus travailler. Ok. Mais c'est très facile à dire. Quand tu es vraiment sur ton projet, que tu es à fond, que tu mets tout ton cœur, c'est plus difficile à faire. T'es très travailleuse, non? Ouais, j'ai pas le choix. Si je veux atteindre mes ambitions, il faut que je travaille.
J'aime bien cette mentalité. Ouais. Moi, il y avait un autre point que je voulais aborder, c'était le fait que tu représentes un mouvement et au-delà d'être un leader, dans une entreprise, il y a certains leaders, enfin, tu peux être en haut de la hiérarchie, mais on ne te connaît pas. La plupart des personnes ne peuvent ne pas te connaître dans des grosses entreprises. Quand je parle pas le directeur principal, mais tu peux être haut dans la hiérarchie et on ne te connaît pas forcément. Toi, dans ton cas, je pense que la plupart des étudiants te connaissaient. Je suis pas persuadée. Tu penses pas? Ben, honnêtement, hormis les présidents en AGP et les personnes qui viennent en congrès, je suis pas persuadée que tout le monde, que tous les étudiants en junior entreprise me connaissaient, loin de là. Je pense pas tout le monde, mais enfin, du coup, j'étais auditeur, enfin, c'est encore une autre Ouais. partie, mais j'ai pu voir d'autres juniors entreprises, on va passer cette étape. Et je pense qu'à partir du moment où les juniors entrepreneurs étaient un minimum impliqués, C'est vrai, quand ils ils s'intéressaient voyaient au la mouvement, présidence, pas oui, toute oui. l'équipe, Mm. mais donc j'ai oublié ton vice-président d'ailleurs. Olivier, merci Lassie. Je pense que je le connais même pas. Bah, J'ai la Ouais. présidence d'après, mais pas celle-ci. Du coup, où je voulais en venir, c'est vis-à-vis en tant que figure représentative, est-ce que tu as dû penser et réfléchir vis-à-vis de ton image? Est-ce que ça a changé? Je pense notamment au niveau des réseaux. Et aussi, enfin, comment tu t'exprimais sur les réseaux? Est-ce que tu t'exprimes sur les réseaux type LinkedIn, etc. ou pas Oui. trop? Ça, typiquement, avant de t'exprimer, comment ça a évolué entre je suis en école de commerce et je suis présidente du mouvement? Bah, déjà, encore une fois, je me suis bien entourée et j'ai eu la chance d'avoir une responsable communication qui était, mais enfin, au-delà que ce soit, qu'on ait noué une très belle amitié, c'était quelqu'un qui était très investi et qui était là aussi au service des autres. Et donc, elle a pu aussi, par exemple, quand je faisais un post, me dire écris surtout pas ça, attends, tu fais quoi là? Donc, en fait, et encore une fois, bien s'entourer, être. Et savoir prendre du recul, se remettre en question sur est-ce que tu veux vraiment dire ça, comment tu veux le dire, et savoir accepter la critique, c'est hyper important parce que sinon je pense que j'aurais fait des posts pas à la hauteur. Et le fait voilà, d'avoir, entre guillemets, ces connaissances qui viennent te challenger, qui viennent te pousser plus loin, c'est hyper important. Et c'est vrai que j'ai dû faire attention à mon image et je fais encore attention à mon image à présent. Parce que par exemple, dans les congrès. Là, j'y retourne en tant qu'ancienne. C'est important de soigner pour ne pas mettre en danger, parce que, mine de rien, tu représentes aussi ce que la CNGE véhicule, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Mais je pense que quand tu es vraiment convaincu que tu as vraiment donné une partie de ta vie, un an à la CNGE, tu ne peux que la représenter. Et en plus, moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable avec des personnes qui représentaient super bien la structure. Donc je pense qu'on a véhiculé les bonnes valeurs, on l'a bien incarné. Et je pense que les juniors entrepreneurs l'ont bien saisi. Et il n'est pas rare encore, c'est une anecdote, c'est anecdotique, mais j'étais dans le métro et j'ai croisé une jeune femme qui avait un tote bag d'un congrès. Et je voyais qu'elle tiquait sur moi. Et je me suis dit, c'est sûr, elle a fait une junior entreprise. Donc je dis, salut, t'as fait une junior? Et c'était très drôle. Elle me dit, ah oui, mais moi je voulais te dire, j'avais adoré tes événements, c'était vraiment super. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est l'envoyer à mon équipe. Et donc tu vois que on a incarné la CNGE, on a véhiculé, je pense, une bonne image. Et les gens, là maintenant, ceux qui sont dans le mouvement à présent, ils se rappellent plus de nous et c'est normal, mais il y a toute une génération de personnes qui se dit en fait je faisais partie d'un tout et on était bien représentés, on a été élus par tous les présidents de junior entreprises, donc je pense qu'ils sont on a véhiculé la bonne image. Ok, mais est-ce que, parce que avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as parlé aussi que tu avais fait quelques interviews. Ouais. Dans ce cas-là, déjà, est-ce que c'est du one shot ou pas? Non, ça dépend. Ça dépend. C'est des fois, tu peux avoir, comme tu dis, en one shot où on déroule et t'as pas le droit à l'erreur. Ça, j'en ai fait. Et des fois, t'as différentes prises. Tu peux retravailler. Et souvent, quand tu fais, moi, je préfère le one shot que quand c'est prise autorisée, parce que sinon, dès que c'est un tout petit peu, moins bien,
tu t'arrêtes et donc tu recommences 5 fois, c'est hyper Ouais, dès que c'est pas énervant. exactement comme Ouais, tu as ouais. envie, ouais, je vois très bien. Vis-à-vis des valeurs, t'en parlais juste avant, ça c'était un point qui m'intéressait aussi, parce que je trouve en tout cas que le mouvement, il a des liens avec toutes les structures qui sont dans toute la France, mais c'est pas des liens directs non plus. Ouais. Du coup, C'est vrai. en termes de valeurs, dans une entreprise c'est important, c'est pas évident de les transmettre, mais je trouve que dans un mouvement comme celui-ci, c'est encore plus dur. Ouais, c'est vrai. Comment ça, quels étaient les moyens que vous mettiez en place? Et enfin, pour moi, ça a bien marché. Après, je sais que ma junior était plutôt impliquée dans le mouvement, donc forcément, ça aide. Mais quand on a qui sont un peu plus loin, moins impliqués, comment ça se passe? Bah, ça, c'est une épreuve pour devenir président, par exemple, de la CNJE. C'est de te dire comment, en fait, tes étudiants qui viennent d'arriver, tu as un roulement permanent. Hein. Donc, tu peux pas te reposer sur des acquis en disant j'ai fait une action, tout le monde est au courant. C'est vraiment pas le cas parce qu'à chaque fois, tu as des nouveaux qui arrivent. Donc, en fait, c'est faire adhérer à des étudiants partout en France à tes valeurs et surtout à ta stratégie. En fait, tes valeurs, en fait, elles sont l'incarnation d'une stratégie qui peut être à 3 à 5 ans suivant les entreprises. Là, dans le mouvement, c'était 2020-2024. Et en fait, c'est quel type d'action tu vas mettre en place pour toucher les étudiants, pour leur faire comprendre là où on veut aller. Et en fait, c'est pareil qu'avec ton équipe, sauf que là, c'est encore une autre échelle. C'est si toi, tu sais où tu veux aller, tu as juste à expliquer aux autres comment tu vas y aller. Et eux, ensuite, pourront te suivre. Et pourront même te dépasser et être encore précurseurs par rapport à toi. Et donc, quand on est en junior entreprise, tu as plusieurs moyens. Bon, évidemment, tu as la communication digitale, tout ce que tu véhicules sur les réseaux. Instagram, LinkedIn, à l'époque encore Facebook. Maintenant, c'est plus trop le cas. Et ce qui est fort aussi au sein des juniors entreprises, c'est le présentiel, c'est les événements. Donc nous, c'était incroyable. On revenait en présentiel. Donc le fait qu'on aille dans chaque région, rencontrer toutes les structures, faire des présentations en plénière, avoir un discours commun, en fait, c'est ça qui vient instaurer et qui vient glisser les valeurs petit à petit, en fait, dans tout le vécu des juniors entreprises. On va pas venir avec des gros tableaux en disant tiens, adhère à l'engagement. C'est pas ça en fait qu'on veut. Déjà, c'est de te dire tu t'es levé à 7h un samedi pour venir te former pendant 8 heures. Personne fait ça. En fait, rien que le fait que tu sois là, en fait, t'incarnes déjà les valeurs, t'incarnes déjà la stratégie de t'engager, d'aller plus loin avec ta junior entreprise. Et en fait, c'était... Donc déjà, tu avais l'enjeu de véhiculer tes valeurs, mais aussi de faire se rendre compte aux étudiants qu'ils étaient déjà en fait dans ces valeurs-ci. Ok. Parce que pour expliquer vite fait les congrès, c'est que tu as des journées de formation et après le soir, on a l'occasion. Tu as une soirée étudiante, ouais, voilà. C'est aussi pour ça qu'on vient. On va pas se le cacher. Ouais, je voulais venir sur le point. Certes, ces valeurs-là, pour les étudiants qui viennent en congrès, c'est plus ou moins flagrant que ça se passe et qu'ils sont déjà très bien impliqués. Mais moi, je me demandais, c'était plus, quelle était votre réflexion autour des juniors et des étudiants qui ne venaient pas dans ces congrès? Parce que ça a quand même un prix. Et donc, quand la junior marche et fait des bénéfices, c'est payé par la junior. Mais quand sinon, tu as une refacturation. Ouais. Mais quand c'est pas effectué par la junior, c'est les étudiants qui doivent payer de leur poche. Et donc, en vrai, ça a un prix. Et donc, pour ces personnes-là qui ne peuvent pas venir, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions à ce niveau-là sur, au-delà des réseaux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Déjà, il y a vraiment plein d'éléments qui viennent s'entrechoquer pour répondre à cette question. Déjà, tu as sur la partie financière, comme tu l'as dit. Si la junior ne peut pas financer l'événement à ses étudiants, c'est donc une refacturation. Est-ce qu'on n'a pas, par exemple, aller chercher plus de subventions, que ce soit au niveau national ou même au niveau micro? Les juniors ne peuvent-elles pas demander des subventions à leur échelle? Ça, c'est quelque chose qu'on avait creusé. C'est plus ou moins efficace. Là, si on passe le côté financier, on vient sur l'intérêt de l'événement. Pourquoi on se lèverait à 7h un samedi pour aller retourner dans une autre école qu'on ne connaît pas, rencontrer des gens et suivre des formations? Bon, là je l'ai dit, rencontrer des personnes, suivre des formations et ensuite s'éclater le soir. Sur ces différents points, tu as le niveau de qualité qui est attendu. Est-ce que l'organisation est à la hauteur?
on avait un fort degré d'attente et les personnes à la CNGE qui s'occupent des congrès, que ce soit national ou régional, au niveau national ou au niveau régional, elles avaient quand même une sacrée pression et généralement ça se passe bien. Donc on a déjà une pression. Est-ce que l'événement est qualitatif? Parce que quand tu vois les vidéos d'after movie, moi j'ai trop envie d'aller en congrès parce que je vois des personnes qui sont en train de s'éclater. T'as au niveau des formations, est-ce que c'est assez high level pour nos étudiants? Parce qu'on n'est pas là pour apprendre les b.a.-ba qu'on voit déjà en cours, on le voit en cours. Nous on est là pour aller plus loin, pour préparer notre insertion professionnelle. Et t'as la dernière partie qui est l'aspect étudiant. C'est comment tu vas modeler ton événement pour permettre à tes étudiants de se rencontrer, de kiffer aussi l'événement, parce que c'est quand même assez important, et qui repartent avec un souvenir de se dire j'ai rencontré plein de monde. Et en fait, c'est ça que tu retiens de tes congrès. Et ce qui va te motiver à venir, c'est je sais que je vais apprendre des choses, je sais que je vais m'éclater, et je sais que je repartirai, c'est bête, j'aurai pas faim, j'aurai pas soif, que ce soit bien organisé. Donc finalement, cette transmission de valeurs, vous comptiez vraiment sur le présentiel et vous cherchiez à... Sur le présentiel, sur l'incarnation par l'équipe CNJE, mais également sur la présence digitale, parce que étant donné qu'on sortait du contexte Covid, il y avait quand même, on a développé l'aspect digital de manière très forte sur cette période-là, et on voulait capitaliser dessus. Ok. On va prendre un peu plus de recul sur l'expérience junior entreprise maintenant. Tu as eu l'opportunité de pouvoir voir, d'avoir beaucoup de responsabilités, de voir comment se structure une organisation et de voir que parfois il y a pas mal de contraintes. Et tu es une personne très engagée. Et donc j'aimerais bien avoir ton avis vis-à-vis de ces liens. Mais avant ça, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'engagement des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on entend beaucoup parler. Oui, les jeunes sont beaucoup plus engagés. Quel est ton avis là-dessus? Oui et non. Je dirais que une partie des jeunes s'engage à 300%. Et je pense qu'il faut juste montrer que l'expérience permet de s'engager à 300% et qu'il y a aussi un retour sur investissement derrière. Je pense qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui prend beaucoup plus de recul, qui ne va pas foncer tête baissée en disant je vais faire la junior entreprise parce que c'est bien sur le CV. Oui, je vais faire la junior entreprise parce que c'est bien sur le CV, mais je sais que ça va m'apporter ça, ça et ça. Et si j'y consacre mes soirées, mes week-ends, tout le monde ne consacre pas ses soirées et week-ends, mais au moins que j'y consacre une partie dans ma journée, je sais que je vais avoir tel retour sur investissement qui va me permettre d'atteindre tel poste en entreprise plus rapidement ou alors telle entreprise qui connaît déjà les juniors entreprises. Donc je dirais que les jeunes ne sont pas plus ou moins engagés, je dirais qu'ils sont plus sélectifs dans leur engagement et qu'il faut qu'ils croient en ce qu'ils font. Et qu'il y ait vraiment des valeurs, qu'il y ait un engagement qui soit vraiment fort pour que les jeunes puissent s'engager. Est-ce que tu as senti une différence entre la manière dont tu voulais mettre en place tes actions avant tes expériences et aujourd'hui où tu as un peu plus de recul et que tu sais comment ça se passe lorsque tu veux mettre en application un nouveau projet? Il y a quelque chose que j'ai énormément appris à la CNJE, mais encore plus là dans mes expériences professionnelles en entreprise, c'est la patience. Moi, je n'étais pas très patiente, moi je voulais tout faire tout de suite, maintenant avoir une organisation hyper flexible. Si j'ai une idée, il faut que ce soit applicable dans la semaine, dans le mois qui suit. Et en fait, c'est pas possible. Et c'est très frustrant parce que je me dis, mais attendez, si juste on se met tous d'accord d'un coup, ça va déjà être appliqué. Et là, vous me dites qu'il faut 6 mois. Mais on n'a pas 6 mois. Et en fait, si on a 6 mois, et en fait, la réussite, notamment de mes projets, ça dépendait du tempo qu'on allait donner. Et ça, encore une fois, j'ai pu compter notamment sur un mentor au sein d'où je travaille en entreprise, qui parfois sait me dire, ou même en réunion, ne va pas à ton argument phare directement, laisse les choses se dérouler, et ensuite tu vas voir, tu seras d'autant plus pertinente et la personne va adhérer à ton propos. Parce que si tu viens frontalement en lui disant non mais il y a ça, tel argument, tu peux pas le réfuter, la personne va dire oui mais. Alors que, est-ce que tu as pensé à ça, machin? Est-ce que tu as pu réfléchir à tel autre argument? La personne va faire son bout de chemin et à la fin elle va te dire ah mais oui mais du coup ton idée. Et tu vas dire ah mais oui, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, c'est vraiment, et c'est pas de la manipulation, c'est plus de l'agilité et de savoir en fait convaincre. Oui, c'est juste pas aller directement, pas braquer la personne. Tout et simplement. c'est hyper dur quand on est jeune parce qu'on est hyper
impatients et on a trop envie trop envie d'atteindre nos objectifs rapidement, ce qui est très bien. Mais en même temps, pour atteindre cette maturité qui est nécessaire quand tu veux, quand tu atteins des responsabilités quand même assez importantes, il faut savoir aussi calmer le jeu. Et ça, c'est très Tu t'en sors comment aujourd'hui? Je dirais que j'apprends encore, hein, évidemment. Je pense que j'ai fait des progrès, notamment dans la gestion de projet long terme, où tu as vraiment beaucoup d'acteurs, et beaucoup plus qu'à la CNJE. Et notamment dans le milieu professionnel, la journée, elle a un début et une fin, il y a des congés, ou par exemple, il faut aussi comprendre les contraintes des autres. Par exemple, tes journées sont hyper chargées, tu te dis, je vais fixer une réunion entre midi parce qu'on est hyper flex, tant pis, je mangerai un sandwich pendant ma réunion. Moi, ça ne me dérange pas, mais en fait, je ne peux pas le faire. Parce qu'il faut respecter les autres et il faut quand même apprendre, à prendre du recul et à se dire, si je ne fais pas ma réunion dans la semaine, c'est pas grave, je la ferai dans 2 semaines. C'est pas grave. Mais cette réflexion de ce n'est pas grave, il faut avoir une certaine maturité dessus. Et je nuancerai mon propre propos en se disant, c'est bien d'être patient, mais c'est aussi bien d'être impatient parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. J'ai beaucoup de mal avec ça aussi, personnellement. Parce que c'est tout simple, mais en junior entreprise, vu que c'est sur ton temps libre, ah mais clairement, tu peux mettre t'es très flexible. un rendez-vous n'importe quand. Dans le monde de l'entreprise, il faut que ça soit sur les heures de travail et tu n'as pas le droit de placer... Et c'est normal. Oui, c'est logique. Et c'est normal. Et c'est hyper compliqué quand tu es jeune et que tu as envie de faire plein de choses, de ralentir parfois ton propre rythme. Et parfois, c'est même frustrant. Tu te dis, je suis moins performant qu'en junior entreprise. En fait, non. Tu joues, en fait, tu apprends à jouer avec de nouvelles règles. Ok, ouais. Les règles de la vie active. C'est ça. Et donc, finalement, toi, alors, j'ai oublié ce que tu m'as... tu m'as dit que tu étais impliquée dans 20... Ouais, le Women 20, c'est ça. Ça consiste en quoi exactement? Et est-ce que dans ta vie professionnelle, tu as pas des soucis, mais des thématiques dans ce type? Et comment tu jauges ton impatience? Est-ce que tu réussis à comprendre les contraintes organisationnelles pour peut-être essayer de les esquiver un peu, de remonter un peu plus vite, etc. En fait, donc déjà pour revenir pour le Women 20, donc c'est un groupe de réflexion qui vient en fait alimenter le G20. Donc en fait, c'est tous les pays du G20 ou des personnes en fait de la vie de la vie courante qui se réunissent pour discuter, notamment là c'est Women, donc des problématiques de parité, donc des sujets qui concernent les femmes. On va élaborer donc une liste de recommandations qu'on va ensuite donner aux Sherpas. Donc chaque pays va donner au Sherpa, par exemple, moi c'est Sherpa de la France, tu donnes ton recommandé et ensuite lui va faire le lien avec, pour le coup, les personnes qui participent au G20 pour que tu puisses alimenter les débats du G20. Donc ça, c'est très intéressant dans le sens où tu vas déjà te confronter à la vision en fait, des autres pays. Parce qu'il y a plein de prismes différents et suivant les pays, en fait, chacun va pousser des sujets et le but, c'est enfin de trouver un compromis pour pousser toi tes intérêts qui te sont propres, mais toujours en comprenant en fait les autres pays. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que donc là, on parlait très au niveau national, mais en fait, au niveau international, ça prend encore une autre ampleur. Et parfois, dans les discussions, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Donc c'est vraiment intéressant comme activité. Et ça, je le fais sur mon temps libre. Et au sein de l'entreprise, donc je travaille en RSE, donc évidemment que j'ai des sujets à traiter, et notamment en diversité et inclusion, étant donné que tu touches quand même à des sujets assez de société. Par exemple, tu vas traiter la parentalité, c'est un sujet que je vais traiter cette année. Ça touche quand même dans ta vie personnelle, et donc à ce moment-là, tu dois traiter 2 choses à la fois. Donc à la fois la partie professionnelle où tu as les rouages entre guillemets normaux, tes procédures pour faire valider tes décisions, ton groupe de travail, etc., réunir tout le monde quand tout le monde est libre, ça prend du temps. Mais tu as aussi gérer ce que pensent les personnes personnellement. Est-ce que, par exemple, tout ce qui est tabou, les préjugés autour du congé parental, si je prends l'exemple de la parentalité, en fait, le vécu de chacun
il faut faire attention, c'est encore une difficulté supplémentaire parce que ça vient se nouer en fait avec ton travail, avec l'aspect professionnel. Donc quand tu gères des projets comme ça, c'est hyper important, surtout quand tu es chef d'orchestre, quand tu es coordinateur de projet. C'est très important de savoir détecter là où on rentre dans le personnel, là où il faut tempérer. Il faut se dire, attends, on reste dans le milieu pro, ça c'est pas la question. Ou tu rentres dans le milieu professionnel et tu dis, bah, oui, mais là il faut pousser parce que c'est un sujet de bien-être au travail, de développement, de productivité des équipes. Et donc c'est très intéressant et l'expérience CNGE m'aide énormément sur mon expérience professionnelle aujourd'hui, dans le sens où j'ai appris à détecter là où toucher au personnel et au professionnel et savoir un peu faire de la couture en fait. Avec chacun, quand tu es dans un groupe de travail, faire de la couture avec la vie de chacun pour construire un compromis et arriver au meilleur résultat possible qui soit intégré de chacun, qui soit accepté et si jamais il y a des objections, que tu saches en fait sereinement y répondre. Ok, très bien. Et vis-à-vis, moi, il y a un point vraiment, j'ai trop envie d'avoir ta réponse, c'est vis-à-vis des contraintes. Est-ce que c'est possible quand tu as eu une vision beaucoup plus large de chanter, alors c'est peut-être pas le meilleur mot, mais d'esquiver et de réussir à être un peu plus rapide parce que du coup tu comprends bien la structure, la hiérarchie et tu sais, je sais pas, une procédure qui pourrait être plus rapide ou Si le projet faut doit quand même s'armer de patience. Faut s'armer de patience. C'est hyper dur et je pense que c'est justement le mentor qui m'accompagne dans mon entreprise qui me l'a appris. C'est que moi j'avais envie de dire oui mais si on contacte telle personne elle ne peut pas faire monter l'information plus vite. Et elle m'a dit non, là il faut poser le sujet. Si le sujet rencontre des difficultés dans l'acceptation par chacun, c'est qu'il y a un problème. Et que tu dois vraiment dénouer toutes ces difficultés. Et en fait, les difficultés, il faut les écouter et il ne faut pas être braqué. Et c'est là où en fait, ta qualité d'écoute et de remise en question est vraiment très très importante. Parce qu'en fait, il faut que tu écoutes ces nœuds. Parce que si tu ne les écoutes pas, ça va te retomber dessus forcément à un moment. Conclusion, soyez patient. C'est ça. Soyez patient, soyez à l'écoute. Mais surtout, faut garder le cap, faut savoir où on va. On va passer à quelques questions de conclusion. Ouais. Si tu devais recommander une ressource, donc ça peut être un livre, un film, n'importe quoi, qu'est-ce que tu recommanderais ? Quelque chose qui t'a fait avancer dans la vie. C'est pas forcément très axé management, etc. Oui. Ça peut être, je sais pas, une histoire de Saint-Exupéry où tu as une réflexion qui t'a fait avancer dans la vie. Eh ben, j'ai écouté un podcast sur ça aujourd'hui. C'est Kilomètre Zéro, c'est un livre qui en fait, c'est hyper facile quand on est jeune, ou pas jeune d'ailleurs, de frôler le burn-out, d'aller hyper vite, de vouloir tout faire, de se dire non mais j'ai encore la capacité, je peux emmagasiner. Mais après ton corps il te dit stop, hein. Ou même ton esprit te dit stop. Et ce livre, Kilomètre Zéro, l'autrice s'appelle Maude, mais j'ai oublié son nom de famille. Je pense que tu pourras le mettre en description, mais ce livre, ça permet vraiment de prendre du recul et de se dire, en fait, il y a beaucoup d'histoires d'ego. Et c'est important quand on veut se placer en tant que leader, de vraiment prendre conscience de son ego, de savoir jouer avec et de reconnaître lorsqu'une situation est dictée par son ego ou alors quand elle est bien réfléchie. Et ce livre-là, ça a vraiment été un pas de côté pour justement grandir sur ce point-là. Ok, tu m'as donné envie de le dire, mais tu m'as dit que tu avais écouté un podcast, c'est un livre audio ? Il existe un livre audio, mais j'ai écouté un podcast qui parle de ce livre. Ah d'accord, une réflexion. Voilà, mais je l'ai lu le livre également. Ouais. Ok. Après t'être essayé à cet exercice, qui est-ce que tu aimerais voir s'essayer à cet exercice ? J'ai dit 2 fois exercice. Donc maintenant que je me suis prêtée à ton exercice, c'est une très bonne question. Et franchement, j'aimerais beaucoup que mon mentor dans mon entreprise s'essaye. Il s'appelle Jean-Philippe Lacharme. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant qui, je pense, est un leader accompli, qui incarne tout ce qu'il fait. Et je trouve que moi, j'aimerais bien avoir ses retours sur tes questions. Ok, parce qu'il fait quoi exactement ? Parce que tu as dit que c'était ton mentor, mais... Il est directeur général de Saint-Gobain Développement. Ok, ouais, ça pourrait être très cool aussi, on verra dans le futur. Et enfin, ma question préférée, si tu pouvais parler à Émilie sortant du lycée, quel conseil tu lui donnerais ? Accroche-toi. Accroche-toi, dans quel sens ? Accroche-toi parce que tu vas traverser plein d'épreuves, tu vas souvent te remettre en question, mais à la fin, ça en vaut la peine.
Ok, bonne conclusion. Accrochez-vous et croyez en vos rêves. Ça fait très développement personnel. C'est ça. Non, mais c'est important de se dire, de ne pas partir défaitiste. Même par exemple, quand on a su pour le Covid qu'on était enfermés chez nous pendant, au début, 2 semaines, puis 3 semaines en plus, puis 1 mois, puis 2 mois, tu peux vite te dire, on arrête tout, on arrête, dans notre cas, par exemple, l'activité junior entreprise. Mais en fait, c'est justement le fait de s'accrocher sur cette activité-là qui te permet vraiment d'évoluer, de parfaire ton expérience professionnelle et ensuite c'est ce qui permet d'atteindre tes ambitions par la suite. Je trouve que le développement personnel, ça peut être senti de manière un peu bateau parfois, mais il y a toujours un bon fond de vérité. Non, mais en gros, pour moi, le développement personnel, bon oui, on peut mettre plein de trucs bullshit dedans, mais pour moi, le développement personnel, c'est avant tout un parcours. Et ce parcours-là, en fait, c'est fait de concret, parce que tu surfes... Enfin, la vie, c'est pas des mots, c'est vraiment des choses concrètes. Des actes. Voilà, c'est est-ce que tu te lèves pour faire ta proposition commerciale, ou alors est-ce que tu dors jusqu'à 11h, enfin... Et en fait, c'est ça, c'est se motiver suffisamment. Et encore une fois, c'est ce que je disais avec la jeunesse, c'est de voir qu'il y a un intérêt derrière tout ça. C'est de se dire, si je le fais, c'est parce que je suis convaincue que ça va m'apporter quelque chose derrière. Et ça, c'était, pour conclure, c'était un peu notre rôle au sein de la Confédération nationale de faire voir à tous ces étudiants qui peut-être ne voyaient plus après le Covid ou peut-être moins, qu'en fait, ça valait le coup de se lever à 7h un samedi matin. Franchement, ça valait le coup. Moi, j'ai bien apprécié l'expérience. Bon, top. Merci beaucoup, Émilie, pour ton temps. Merci à toi. Et puis, sur ce, on va couper maintenant. Eh bien, félicitations. Tu es arrivé à la fin du podcast. Si tu m'entends actuellement, c'est que ça fait un peu plus d'1 heure que tu nous écoutes. Si tu veux pouvoir écouter et comprendre la vision des grands hommes et des grandes femmes d'aujourd'hui, n'hésite pas à venir sur le Café de l'Ambition pour retrouver tous les épisodes. Si tu veux ajouter 5 étoiles en plus, ça me ferait vraiment super plaisir et ça soutiendrait mon travail. Sur ce, on se dit à bientôt et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.